Clap. Cap. Ok. Bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, la joie d'accueillir lors de ce séminaire trois nouveaux et nouvelles. Et on va commencer par Basile qui va nous raconter un peu ce qu'il fait, ce qu'il a fait peut-être. Bonjour, merci. Merci Pierre-Yves. Donc moi, je vais vous présenter un peu ce que j'ai fait jusqu'à présent et ce que je compte faire ici à d'Alembert. Donc je vais vous parler d'instabilité mécanique et en particulier de deux sujets sur lesquels je travaille. Donc juste pour faire un petit rappel rapide de mon parcours, j'ai fait ma thèse à l'IRFE à Marseille sous la direction de Christophe Almarchat et Bruno Denet. Ensuite, j'ai fait un postdoc à Los Angeles. Ensuite, un autre postdoc à Bruxelles. Puis je suis passé 1 an par d'Alembert avant d'aller 4 mois à Grenoble et je suis revenu à d'Alembert depuis le 1er mai 2025. Alors la première thématique sur laquelle je travaille, c'est les instabilités élastiques. Donc ici, je montre juste deux exemples d'instabilité élastique dans la vie de tous les jours. Je les avais déjà montrés au séminaire quand j'avais fait un séminaire ici. Donc il y en a peut-être qui les ont déjà vus. Donc ici, c'est une route en Chine qui chauffe au soleil. Et il y a des IPN sous la route qui se dilatent. Et au bout d'un moment, ça fait des efforts longitudinaux et ils flambent. Et on voit la route qui se casse. Et un autre exemple ici. Donc là, c'est une citerne qu'on dépressurise. Et puis au bout d'un moment, on passe une pression critique et elle collapse. Alors ces instabilités, on peut les classer en deux grandes catégories. On a ce qu'on appelle le flambage et le claquage. Donc un moyen de les voir avec un système simple, c'est le système que je montre ici. Donc c'est simplement une poutre qu'on a fait flamber. Et cette poutre, elle a deux états d'équilibre. Il y en a un là et un ici. Donc je vais en mettre deux pour qu'on voit les deux états d'équilibre. Et si je fais cet actionnement, donc je tourne les deux extrémités comme vous voyez à gauche, au bout d'un moment, je passe d'un système qui est bistable à un système qui est monostable. Donc c'est ce que vous voyez là. Ici, j'ai tracé l'évolution des deux états, donc l'altitude au milieu de la poutre, en fonction du paramètre qui est l'angle alpha ici. Et on voit qu'on a deux états, donc on est bistable et qui mergent, et ensuite on est monostable. Et donc là, la transition, elle se fait de manière smooth ici. Et dans le claquage, c'est un peu différent. Donc ça, vous pouvez le voir dans le même système, mais en tournant qu'une seule des extrémités d'un angle alpha. Le claquage, on a une transition qui est brutale. Tac. Donc là, en fait, j'ai passé un seuil alpha star ici, et je saute vers un autre état. Et donc, pour un déplacement infinitésimal du paramètre de contrôle, j'ai un déplacement fini de ma structure. Et donc moi, j'ai principalement travaillé sur ces instabilités, et en particulier sur la dynamique qui résulte de cette instabilité au moment où on passe le seuil ici. Et en fait, ces instabilités, elles sont intéressantes parce qu'au moment où on passe le seuil, on a un relâchement brutal d'énergie. C'est-à-dire qu'ici, là, quand on fait évoluer l'état ici, on est parti d'un état, donc ça c'est l'énergie, on a les deux états stables en gris clair au départ qui sont équivalents. Et puis quand on fait tourner l'angle alpha, on vient pénaliser l'état qui est là et favoriser celui-là. Donc on va stocker de l'énergie élastique dans la structure. Et cette énergie élastique, au moment où on passe la transition, on perd l'état d'équilibre et on saute brutalement. Et donc toute l'énergie élastique qu'on a accumulée, elle est relâchée brutalement. Et ça permet notamment de générer des fortes puissances sans générer des forces importantes parce qu'on a stocké l'énergie dans la structure élastique. Donc c'est ce que font notamment les plantes carnivores pour fermer leurs feuilles. Et puis il y a des gens qui font aussi des petits robots sauteurs avec ce genre de système. Donc là on voit il y a une lamelle de ce type-là qui est sous le robot et qui permet de faire sauter le robot à des hauteurs assez impressionnantes par rapport à ce qu'on pourrait faire avec des petits moteurs à ces échelles-là. Donc là le robot il est à l'échelle centimétrique je crois. Et donc moi j'ai travaillé principalement à décrire cette dynamique et les paramètres qui contrôlent la dynamique, en particulier qu'est-ce qui contrôle la vitesse à laquelle l'énergie est relâchée, c'est-à-dire qu'est-ce qui contrôle le temps de transition de là vers là, quoi. Et ces instabilités, elles ont un autre intérêt, c'est que une fois que j'ai passé le seuil, donc que j'ai transité là, et si je reviens, donc j'ai fait évoluer mon alpha vers la droite, là, sur le schéma que vous voyez, hop, je saute, et si je reviens, il faut que je revienne à un alpha beaucoup plus faible pour ressauter. Donc j'ai quelque chose qui est, donc là je vous montre la suite, là, donc on va resnapper, mais on a quelque chose qui est non réciproque ici. Et ça c'est intéressant, notamment
dans la locomotion à bas Reynolds. Et donc ça, c'est les idées qu'il y a derrière un projet qu'on mène avec Sébastien Neukirch et qui vise à essayer d'exploiter ces instabilités pour propulser du fluide ou propulser des corps à l'intérieur d'un fluide. Et donc il y a deux aspects qu'on explore en particulier pour aller vers ce genre de thématique. C'est d'abord le fait que on comprend assez bien aujourd'hui ce qui se passe dans cette dynamique-là quand le alpha, ici, le paramètre de contrôle, est varié de manière quasi statique, mais on ne comprend pas encore bien ce qui se passe quand ce paramètre il est varié de manière dynamique. Donc, c'est-à-dire que cette fois, le paramètre de contrôle va avoir une échelle de temps propre, et ça va amener toute une zoologie de comportement qu'on ne comprend pas encore bien, et donc on étudie actuellement. Et l'autre aspect, c'est évidemment le couplage avec le fluide, et donc ça, pour ça, je mène des expériences simples dans des systèmes modèles pour essayer de comprendre l'interaction entre un fluide visqueux et des structures. Donc là, ça c'est un exemple où il n'y a pas d'instabilité de structure, c'est simplement l'interaction entre des plaques et un fluide. Donc là, vous voyez deux plaques qu'on trempe dans un fluide visqueux et qu'on retire à une vitesse V. Et donc c'est ce que vous voyez là, je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais on voit la déformation des plaques qui est due à l'écoulement de drainage qui draine en dehors des plaques. Pardon, attendez, je la remets. Donc là, on voit la déformation des plaques qui est due à l'écoulement de drainage. Et donc, on décrit ces dynamiques avec des modèles qui permettent d'écrire ce couplage et d'extraire les ingrédients principaux qui ont lieu dans ce couplage entre la structure et l'écoulement. La deuxième thématique sur laquelle je travaille, c'est les instabilités de front de flamme. Donc, quand on parle de front de flamme, on parle de flamme de prémélange. Alors, pour ceux qui n'ont pas fait de combustion, les flammes de prémélange, c'est des flammes qui, comme leur nom l'indique, où les deux réactifs sont prémélangés avant que la réaction chimique ait lieu. Contrairement aux flammes de diffusion, où là on a le combustible qui est à l'intérieur de la bougie et l'oxydant qui est autour, et la réaction a lieu à l'interface entre les deux, là où les deux se mélangent. Et la différence, c'est que quand les deux sont mélangés avant, c'est le cas dans cette bouteille, on peut faire propager une flamme. Donc là, si j'allume ici, vous avez vu là le front qui est passé. Donc, et donc ces fronts, ils sont sujets à des instabilités. Et ces instabilités, elles sont problématiques en particulier dans l'industrie parce que en général, on essaye de stabiliser ces fronts. Donc c'est le cas par exemple dans votre gazinière. Vous avez le prémélange qui arrive et le débit est fait de façon à ce que la vitesse moyenne soit plus grande que la vitesse de propagation du front, de façon à ce que le front soit maintenu stable à la sortie de votre brûleur, ce que vous avez dans votre bec benzène. Et si jamais vous avez ces instabilités, vous allez faire fluctuer la surface du front et donc fluctuer la vitesse moyenne de propagation de la flamme, et donc vous allez avoir du mal à maintenir ces fronts. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans la bouteille, c'est une photo vraiment d'une bouteille comme ça. Et donc vous voyez que le front il est tout plissé et ces plis ils évoluent en permanence et ça fait évoluer la vitesse de flamme. Donc moi pendant ma thèse j'ai mené des expériences pour essayer de comprendre ce qui contrôle ces instabilités et on a fait ça dans un système comme ça qui est quasi 2D, donc vous voyez une dimension qui est très petite devant les deux autres. Et donc c'est fermé sur les côtés, fermé en bas et ouvert en haut. On remplit ça d'un prémélange réactif et on initie la réaction en haut et on garde la propagation du front. Et ce qu'on voit c'est ce genre de choses là. Donc vous voyez qu'on a des cellules et puis on a toute une dynamique qui évolue et donc on voit bien que c'est un stationnaire et que donc ça fait fluctuer la vitesse moyenne de propagation du front. Donc là on peut superposer et voir ce qui se passe. Et donc simplement pour vous donner rapidement les ingrédients qui sont à l'œuvre ici, donc l'instabilité principale qui déstabilise le front, c'est l'instabilité qu'on appelle de Dario-Landau, qui est due en fait au saut de densité à travers la flamme, qui est due au fait qu'on chauffe les gaz au travers de la flamme. Et ça provoque une déviation des lignes de courant, ce qui fait que la flamme, elle voit un écoulement qui arrive plus vite dans les directions où elle est déjà en retard et un écoulement qui arrive plus lentement dans les zones où elle est en avance. Et donc ça tend à amplifier toute perturbation. Et donc là, dans ce mécanisme-là, il y a une vitesse de propagation et un rapport de densité qui est sans dimension. Et donc ça donne un taux de croissance qui croît linéairement avec K. Et par-dessus ça, il y a un mécanisme restabilisant qui est dû à la diffusion à l'intérieur de la flamme, qui est une compétition entre la diffusion thermique et la diffusion massique. Et ça vient introduire une longueur caractéristique qui introduit un nombre d'ondes de coupure. Et donc on a une relation de dispersion typique comme ça qui est en K moins K2 sur ces flammes. Et le troisième effet principal, c'est un effet non linéaire qui est géométrique, qui est dû au fait que le front, en tout point, il se propage
perpendiculairement à lui-même, et que du coup on tend à élargir les zones convexes et à refermer les zones concaves. Et donc par des méthodes asymptotiques, on peut avoir des équations de front qui incluent ces trois ingrédients. Donc ça c'est une équation qui a été développée par Sivashinsky il y a déjà un moment. Et on peut comparer ces équations de front à des flammes réelles. Donc ces trois effets, on les voit aussi dans une expérience. Donc ici, c'est une expérience dans la cellule de Hélé-Chaud que vous avez vue tout à l'heure. Là, il y a un écoulement de gaz prémélangé qui arrive. La flamme est attachée en haut, là. Donc là, on voit le bord de la vitre en surbrillance. Et là, en haut, c'est la flamme. On voit bien le saut de densité qu'il y a dans les particules qui sont utilisées pour ensemencer l'écoulement. Et donc, au début de la vidéo, on coupe l'écoulement et on voit la flamme qui part. Et donc, on voit le front qui se déstabilise. Et puis, on voit bien, si vous allez voir, les déviations des lignes de courant. Et puis, la non-linéarité due à la propagation normale qui fait qu'on vient refermer les zones convexes, les zones concaves et élargir les zones convexes. Voilà. Et donc, moi, pendant ma thèse, j'ai essayé de décrire ce genre de dynamique avec des systèmes simples comme ça qui permettent d'isoler les ingrédients qui sont à l'œuvre dans ces dynamiques-là. Et donc, dans la suite, là, ce que je compte faire à d'Alembert, c'est de regarder ces instabilités sur des flammes d'hydrogène. Alors, sur les flammes d'hydrogène, il y a quelque chose de particulier, c'est que le mécanisme diffusif qui était stabilisant sur les flammes d'hydrocarbures, il devient déstabilisant dû aux propriétés diffusives de l'hydrogène. Et donc, au lieu de contrecarrer l'autre effet qui est l'effet de Dario-Landau, il vient s'ajouter à cet effet-là, et donc ça donne des dynamiques qui sont complètement nouvelles et qui ont une importance pratique parce que le fait que le front soit très instable, il est capable de se plisser beaucoup plus. Et donc, il a une meilleure capacité à chauffer les gaz devant lui, et donc il peut se propager dans des espaces où d'autres flammes ne peuvent pas se propager. Et ça pose des problèmes pour la sécurité, notamment, parce qu'un des moyens d'empêcher une flamme d'aller dans des endroits où on ne veut pas, dans un brûleur, c'est en général de la confiner, donc on met des grilles, typiquement. Ça permet de faire perdre de la chaleur, et donc ça empêche la flamme de se propager à des endroits d'un brûleur où on ne veut pas qu'elle se propage. Et ici, ces instabilités permettent au front de flamme d'hydrogène de se propager même dans des endroits très confinés. Et par contre, ça ouvre des perspectives pour la combustion à petite échelle, parce qu'aujourd'hui, la combustion, c'est très peu utilisé dans des échelles subcentimétriques, notamment parce que du fait des pertes de chaleur, c'est difficile d'avoir des flammes qui se propagent à ces échelles-là. Et là, le fait que l'hydrogène se propage dans des espaces confinés, ça permet d'utiliser ça dans des outils plus... Et il y a toute une partie aussi de mon projet qui s'intéresse à l'interaction entre ces instabilités de flammes et les ondes acoustiques et les ondes qui se propagent aussi dans la structure dans laquelle la flamme se propage. Et donc pour ça, à Saint-Cyr, avec notamment l'aide de Guillaume, Jean-Marie et Didier, on a libéré une salle de manip. Donc c'était la salle de manip qui était occupée par Elena Galvez et donc qui n'avait pas été utilisée depuis 5 ans, je crois. Et donc on a vidé toute cette salle et on est en train de la réaménager, notamment là vous voyez on est en train de refaire le sol donc pour pouvoir installer ces expériences. Et d'autre part on a monté une expérience qui vise à étudier l'influence des pertes de chaleur sur ces instabilités de flammes. Donc là vous voyez c'est Théo qui est alternant au laboratoire à Saint-Cyr qui a notamment conçu le dispositif. Et donc le dispositif c'est un canal dans lequel on regarde la propagation d'une flamme et on étudie l'évolution de la vitesse de flamme. Donc là, vous pouvez voir une expérience, donc c'est une flamme monocellulaire là. Je ne sais pas si la vidéo va partir. Voilà, et donc on regarde l'évolution de la vitesse de flamme pour étudier l'influence des pertes de chaleur sur la propagation de ces flammes. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, on va peut-être faire une ou deux questions avant d'attaquer le deuxième exposé. Oui. Oui, il est branché. J'ai pas compris quand à un moment tu as dit on coupe la vitesse d'arrivée du comburant ou dans la vidéo et on voyait le front aller vers le nord. Qu'est-ce qui est coupé? Parce qu'on voit toujours les particules monter. J'ai pas compris. Ouais, tu as un temps d'arrêt de l'écoulement. Là, ça monte toujours. Ouais, mais tu regardes que ça s'arrête après. Ok, la vitesse est vraiment au début, et donc D'accord. le fait que tu es, notamment dans l'injection, il y a un volume tampon, et donc le temps que la vitesse s'arrête,
as une décroissance exponentielle de la vitesse du fluide au moment où on coupe. Donc tu la vois encore avancer, effectivement. Parce que là, c'est vraiment dans les premiers centimètres de la cellule d'1,50 m que tu voyais tout à l'heure. Là, tu vois, il y a 5 cm, donc là, il y en a environ 5 aussi, quoi. Oui, merci beaucoup, c'était très intéressant. Quand tu as parlé du claquage, tu as dit on comprend assez bien la dynamique de la transition. Qu'est-ce qui se passe du coup? Donc le temps de transition, en fait, il est contrôlé. Ce qui a été montré notamment par attends, je ne sais pas ce que je vois. Donc le temps ici de claquage, il est contrôlé essentiellement par l'écart que tu mets au seuil. Donc de combien tu passes le seuil. Parce que tout ça vient du fait que quand tu passes le seuil, tu deviens instable, mais au seuil, le taux de croissance du mode qui devient instable, c'est 0. Donc tu vas mettre un temps infini à snapper, quoi. Tu es marginalement instable. Et donc pour claquer, il faut passer le seuil, mais il faut le passer d'une quantité finie. Et tu as des scalings qui dépendent donc ton temps de transition ici, le temps pour passer de là à là, il dépend de l'écart delta alpha ici au seuil, avec un certain scaling qui dépend de la structure des équations et qui dépend du type de bifurcation que tu as. Et donc ça a été montré, et puis on a montré que on peut prédire dans certains cas le type de bifurcation que tu vas avoir basé sur la géométrie et les symétries du système, quoi. Ça répond à ta question. C'est le but, c'est le but. Une dernière petite pour la route? Non, on est bon? Bon. Ben, super. Ben, encore merci. Dis pas sur l'écran. Ah merde, J'ai perdu juste la mousse. Vous êtes en train de spoiler ma présentation là. J'ai que- On est bon? Toujours compliqué. Ok, bah super. Et ben donc maintenant, nous avons le plaisir d'accueillir Mathilde Tavares, qui va nous présenter ses travaux et son œuvre. Vas-y Mathilde. Ok, merci. Donc bonjour tout le monde. Du coup, je suis Mathilde, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Et donc globalement, je vais vous parler aujourd'hui de mes travaux jusque-là, qui s'articulaient autour de la modélisation des écoulements multiphasiques et multi-échelles. Alors je commencerai rapidement par mon parcours. Donc moi, je suis d'origine sénégalaise. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le Sénégal, voilà, je vous montre où c'est. Et je suis venue après mon bac pour faire une licence, puis mon master en dynamique des fluides ici, à l'université Gustave Eiffel. Donc j'ai poursuivi en thèse, où j'ai travaillé sur les écoulements diphasiques, donc au laboratoire de modélisation et simulation multi-échelle. Puis ensuite, j'ai fait un cours post-doc, une pause maternité, et j'ai repris un post-doc au LADIX, où cette fois-ci, j'ai travaillé plutôt sur les interactions fluides et structures. Et avant d'arriver à d'Alembert l'année dernière, où j'ai plutôt travaillé avec sur les milieux granulaires et les tsunamis. Donc, globalement, ce que j'ai regardé jusqu'ici, c'est les écoulements diphasiques à phase séparée. Donc, c'est l'exemple ici que je vous montre. Donc, c'est des écoulements avec au moins 2 phases et qui sont séparés par des interfaces, des écoulements non miscibles. Et donc, là où je précise les choses, c'est surtout la notion d'échelle des écoulements qu'on regarde. Et donc, là, en gros, je donne un ordre de grandeur des échelles que moi, j'ai considérées jusqu'ici. Donc, des échelles plutôt intermédiaires, des toutes petites échelles et des grandes échelles. Et j'ai regardé également les interactions entre ces écoulements et des solides. Donc ici, je donne l'exemple des gouttelettes dans les collecteurs de brouillard. Et en fait, on peut se ramener à un problème modèle qui est celui des interactions entre gouttes et fibres
pour modéliser les choses plus facilement. Et j'ai également regardé les problèmes de changement de phase. Si on s'intéresse par exemple au problème du givrage sur les ailes d'avion, et on se ramène toujours à un problème modèle qui est celui par exemple de la solidification de gouttes sur des substrats froids. Et donc ces deux expériences ont été faites ici à d'Alembert, que ce soit pour la fibre ou la solidification. Donc globalement, ce que j'ai pu mettre en œuvre, c'est de la modélisation numérique. Donc j'ai travaillé sur un solveur maison quand j'étais en thèse du nom de Fugu. Et en fait, ici, l'objectif, c'était de travailler sur la modélisation des interfaces. Donc, dans les écoulements diphasiques, ce qui est important, c'est de pouvoir caractériser proprement ces interfaces-là. Donc, moi, dans ce cadre-là, j'ai développé une méthode qu'on appelle de front tracking au second ordre. Et donc, en gros, ici, ce que je vous montre en bas, c'est ce qu'on a fait durant la thèse et mon postdoc, et une méthode de la littérature, une particle level set, donc qui est une des méthodes aussi les plus raffinées. Et donc, ce qu'on voit, c'est que pour un maillage plus fin, les méthodes de la littérature n'arrivent pas à représenter des structures interfaciales sous maille au même niveau que les méthodes de type front tracking, en fait. Donc, c'est des méthodes à une déformation d'une goutte. Ici, ce que j'ai, c'est une goutte qui se déforme dans un champ de vitesse analytique, mais tourbillonnaire. Ce qu'on voit, c'est qu'à un moment donné, la plupart des méthodes de la littérature n'arrivent plus à représenter les interfaces lorsqu'elles sont trop fines. Et donc, c'est pareil ici, si je prends le cas d'une bulle qui monte, donc c'est le problème de la bulle ascendante, vous allez voir des structures qui vont se former filamentaires. Et donc, la plupart des méthodes vont finir par casser ces gouttes, et pas de façon physique, elles les cassent de façon numérique parce qu'en fait on est limité par la résolution, alors que les méthodes que j'ai développées ne cassent pas. Donc ça, c'était l'intérêt de la modélisation. Donc une autre chose, c'était de développer ce qu'on appelle les modèles de fluides, ce qui veut dire en fait que lorsqu'on a deux fluides en présence, on va résoudre dans chaque fluide les champs de vitesse, de pression, donc les champs Navier-Stokes. Et un des problèmes connus pour les cas par exemple de gouttes ou de bulles, c'est les courants parasites. En fait, ce qu'il faut voir ici, c'est qu'on a une goutte qui est dans un écoulement, en fait, c'est une goutte dans un champ sans écoulement. Donc cette goutte, elle obéit à la relation de Laplace, il n'y a pas de vitesse. Et donc normalement, il n'y a pas de vitesse, mais ce que vous voyez là, ce sont ce qu'on appelle les tourbillons parasites qui sont liés uniquement aux méthodes numériques qu'on utilise en fait. Donc, on crée des courants parasites qui n'ont pas lieu d'être. Et en fait, l'idée de mon développement, c'était de réduire ces courants parasites à zéro. Et donc ici, ce que je vous montre, c'est la caractérisation de ces courants parasites à travers ce qu'on appelle le nombre capillaire, avec plusieurs méthodes de la littérature, level set, VOF, pour ceux à qui ça parle, même front tracking. Et ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a qu'une seule méthode ici qui arrive en fait à ce niveau de précision qui est l'erreur machine, 10-14. Et ça, c'est le travail que moi j'ai fait durant ma thèse, où en fait on avait zéro courant parasite tout du long en utilisant ce qu'on appelle les méthodes de fluide. Donc j'ai ensuite regardé plutôt les interactions entre fluide et solide. Donc ce que je montre ici, c'est le concept en fait même des interactions fluide et solide. Donc en fait, le challenge ici, c'est qu'on a à la fois du liquide, du gaz, mais aussi un solide. Donc on a toujours le problème de caractériser proprement l'interface, mais en plus de prendre en compte la présence du solide ici à travers un angle de contact ici qui est θ. Donc ici, j'ai regardé des échelles plus petites, donc entre le micromètre et le millimètre. Donc c'était tout ce qui était problème de mouillage. Et la difficulté, c'était de pouvoir implémenter des solides de forme arbitraire. D'accord. Donc pour ce faire, j'ai développé donc des méthodes hybrides, volume of fluid embedded boundary, donc dans le solver Basilisk, et j'ai également implémenté une méthode d'angle de contact que peut-être des personnes connaissent ou utilisent encore ici. J'ai regardé également le problème de changement de phase. Donc en plus du mouillage, cette fois-ci, on regarde ce qui se passe dans le cas de la solidification. Et donc ça, j'ai eu également l'occasion de travailler là-dessus durant mon postdoc. Donc en haut, vous avez le problème modèle et une solidification de gouttes sur un substrat froid à différents temps. Et là, en fait, c'est un problème qui a été expérimental, qui a été fait par Elise Laurenceau durant sa thèse, où elle regardait l'impact de gouttes sur fibre. Donc, en fait, ce qu'on va regarder, c'est pour différents nombres de Reynolds et pour un angle de contact donné, comment se comporte la goutte et la fibre. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que pour une dynamique plus forte, un Reynolds élevé, la goutte va se détacher, tandis que pour un certain nombre de Reynolds, elle se capture, elle reste capturée. Et donc ça, c'est la méthode numérique ici, donc où on essaye de comparer avec les mêmes paramètres
ce problème-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une bonne adéquation entre le numérique et l'expérience ici, avec les méthodes numériques dont je vous ai parlé. Donc j'en viens finalement à un fil conducteur qui est que j'ai travaillé en fait sur les écoulements diphasiques, puis les écoulements diphasiques interagissant avec des solides. Et donc, tout naturellement, j'ai commencé mon postdoc ici. Et donc, le projet de recherche, ou ce sur quoi je compte travailler, c'est également la modélisation des écoulements multiphasiques et multi-échelles. Et cette fois-ci, on a toujours des écoulements diphasiques et en présence de milieux granulaires. Donc, la nouveauté pour moi, c'était le granulaire. Et c'est ce que j'ai développé, j'ai travaillé dessus durant mon postdoc. Donc là, en fait, ce que je vous donne, c'est un contexte un peu géophysique de l'intérêt du postdoc sur lequel j'ai travaillé. C'est que, donc ça, je l'ai tiré donc, de l'Institut de physique du globe. Et donc ça, c'était il y a quelques années. On a 25 millions de mètres cubes de roches et de glace qui se sont effondrés dans un fjord et ça a généré une vague de 200 mètres de haut. Donc c'est effectivement des événements super rares mais des événements très importants. Et donc ce qu'on peut voir ici en fait c'est l'élévation de la surface dans ce fjord et donc vous voyez jusqu'à 30 minutes après l'impact, la hauteur des vagues générées dans le fjord en question. Et donc pourquoi ici on nous interpelle donc à la une toujours de l'article de l'IPGP, donc ils disent qu'il est vraiment important de mieux anticiper ces événements qui sont certes rares mais très très graves pour protéger les populations et les écosystèmes. Donc à savoir que dans ce fjord il n'y a pas eu de blessés parce qu'il n'y avait personne, heureusement, mais voilà, on voudrait éviter que ça arrive à l'avenir. Et pourquoi ce postdoc? C'est parce que du coup on peut passer du terrain au laboratoire avec des approximations pour les écoulements géophysiques. Et donc souvent, ce qu'on utilise, c'est des approximations en couche mince. Donc on dit que la hauteur, en fait, est très très grande devant la longueur du problème que l'on considère. Et donc évidemment, il y a déjà beaucoup de modélisation, que ce soit expérimentalement ou numériquement. Là, par exemple, ce qu'on montre, c'est l'effondrement d'une colonne granulaire et on va voir en fait la vague qui va être générée après cet effondrement. Et donc là, on peut regarder plusieurs choses, notamment les mécanismes qui vont piloter la formation de la vague lorsqu'une grande quantité de matière rentre. Donc tout ça, déjà dit, évidemment, ça paraît simple, mais en fait, le plus gros problème on va dire, de ça, c'est que c'est un problème qui est largement multi-échelle. Donc, si je prends, par exemple, les glissements de terrain, là, notamment celui qui a eu lieu dans le Dorset, vous avez des échelles entre la falaise et le début de la mer, c'est une centaine de mètres, des milliers de kilomètres parfois entre l'effondrement et la génération de la vague. Et si on s'intéresse de plus près à la formation de la vague, là, on a des échelles de l'ordre du mètre. Donc, c'est un problème, en fait, qui est largement multi-échelle. Donc, c'est évidemment compliqué numériquement. Mais l'idée ici, c'est de proposer une modélisation multi-échelle qui va permettre de faire dialoguer les échelles entre elles. Donc en fait, ce que j'aurais voulu regarder, c'est les modèles multilayer pour les grandes échelles, Navier-Stokes pour les échelles en fait ici qui sont plus de l'ordre du déferlement, c'est-à-dire des modèles dispersés plus Navier-Stokes. Et enfin, regarder finalement un problème entier une fois qu'on a réussi à faire dialoguer les échelles entre elles. Donc évidemment, ça c'est des propositions de recherche. Alors pourquoi juste ne pas tout simuler directement ? Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on s'intéresse aux phases disperses, que ce soit pour les grains ou pour les petites bulles, on a déjà des méthodes qui existent, donc discrete element method. Donc là, je donne des exemples, hein, mais il y en a plusieurs, ou les Lagrangiens, couplés ou non à Navier-Stokes. Pour les écoulements plutôt intermédiaires, souvent ce qu'on utilise, c'est du Navier-Stokes diphasique, c'est ce qu'on voit plutôt dans la littérature. Et enfin, pour les plus grandes échelles, on a les équations shallow water ou multilayer, comme ce qui existe déjà dans Basilisk. Et donc ici, en fait, ce que je vous montre, c'est pourquoi la DNS, ça me paraît difficile. Donc ça, ce que vous voyez, c'est la simulation DNS du G pulsé qui a été fait également ici par Yash Kulkarni. Et en fait, ce qu'on peut voir ici, c'est que donc là, à l'heure actuelle, en tout cas jusqu'à l'année dernière, c'était l'une des simulations les plus résolues qu'on ait pu trouver de l'atomisation d'un G pulsé. Et malgré ça, ce qu'on peut voir, c'est que on n'est toujours pas assez résolu ici, donc vous voyez en fait ce sont des trous en termes d'interface et toujours pas résolu au niveau du champ de vorticité ou de courbure. Et pourtant on a des capacités qui doublent tous les 2 ans et demi, en tout cas pour ces problèmes-là. Donc vous voyez ici pour donc cette simulation elle est en haut, ce sont les triangles en haut, donc c'est ce qu'il y a de plus résolu à l'heure actuelle et malgré tout
on n'est même pas capable de résoudre encore ce type de problème. Donc on a un gros problème sur le coût de calcul, évidemment, parce que cette simulation, elle a coûté beaucoup, elle a coûté des milliers d'heures. Et donc ça vient également en rapport avec le séminaire qu'on a eu la dernière fois sur la sobriété numérique de nos calculs. Donc du coup, est-ce que c'est intéressant de simuler un problème entier DNS, de déferlement de vagues, plus impact, voilà. Donc, en tout cas, c'est des questions qui se posent. Et ben, les limitations actuelles, c'est juste que pour un problème 3D, on ne peut pas, avec nos calculateurs actuels, simuler ce genre de problème. Donc, moi, mon objectif, en tout cas, c'est de travailler sur les modélisations multi-échelles, en différenciant bien les grandes, les moyennes et les petites, et en essayant de les faire dialoguer entre elles. Et donc ici, en fait, ce que je propose, c'est de regarder plutôt pour les plus petites échelles comment faire coupler tout ce qui est lagrangien, donc les méthodes où on regarde vraiment les petits grains ou les petites bulles, et comment les faire dialoguer avec une échelle continue. C'est également ici, donc on peut voir un schéma, on voit des petites échelles, des plus grandes, des échelles intermédiaires, en regardant bien ce qui se passe à l'échelle de la rupture. Et donc en fait, l'idée ici, c'est de pouvoir coupler des méthodes de résolution de type influide, comme ce qui existe déjà dans Basilisk avec Navier-Stokes, et de regarder également un modèle lagrangien disperse et de coupler le tout. Et donc ça nécessite énormément d'efforts. Donc ça paraît simple comme ça sur le graphique, mais en réalité, il faut réussir à passer de l'un à l'autre et puis de remonter ensuite des petites bulles aux échelles intermédiaires et aux échelles continues. Donc là, il y a une vraie difficulté, mais c'est intéressant parce que ici, dans le laboratoire, il y a déjà des gens qui travaillent sur, par exemple, les méthodes de front tracking, des méthodes à lagrangienne, et donc l'idée, c'est de pouvoir collaborer pour avoir une description continue. Ensuite, j'aimerais pouvoir regarder les grandes échelles, voire les très grandes échelles, en utilisant, plutôt que le solver Navier-Stokes, le solver Shallow Water Multilayer plutôt. Et pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez qu'on a un problème avec Navier-Stokes au niveau du maillage et les schémas numériques qui sont parfois complexes et le coût de calcul qui peut être important. Et l'idée, c'est de travailler avec le solver Multilayer dans Basilisk. Je reviendrai un peu là-dessus tout à l'heure. Mais là, en gros, si on essaye de se représenter visuellement ce que c'est de se dire qu'à la limite du déferlement, on ferait Navier-Stokes. Donc là, on a notre maillage adaptatif où on résout en fait tous nos champs de vitesse et de pression. On a une phase disperse qui serait là pour représenter des gouttes ou des bulles. Et plus loin, là où il y a moins besoin de raffinement, utiliser ce qu'on a un solver multilayer. Donc ce qu'on voyait en fait, c'est qu'on a des couches qui sont là de façon lagrangienne pour modéliser la hauteur. Et l'idée, c'est de pouvoir même travailler à terme sur un solver layer adaptatif, ce qui n'est pas le cas actuellement. En gros, on pourrait adapter le nombre de layers en fonction de la hauteur des vagues ou de l'eau qu'on simule. Et donc, ce solver, pour le moment, il ne traite que les surfaces libres. Donc, l'idée, c'est de le généraliser à des densités variables et ensuite de le coupler à Navier-Stokes avec une phase disperse. Et donc ça, c'est une expérience qui a été menée au FAST, qui est encore menée au FAST d'ailleurs, où là, ils modélisent en fait expérimentalement les effondrements granulaires qui génèrent des vagues. Et en fait, c'est super joli déjà, mais au-delà de ça, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, on a un problème qui est très complexe. Donc, il faut être capable de comprendre la rhéologie du milieu granulaire, de voir comment la vague se génère. On a également, ici, on peut le voir, des problèmes d'imbibition et donc de milieu poreux. Et on peut éventuellement se dire quel est l'effet du point triple, en fait, ici, dans ces problèmes-là. Et en fait, finalement, comment la vague déferle, comment elle se disperse. Et donc, on a plein de problèmes physiques en un. Et donc, en gros, ce sont des challenges ici que moi, j'aimerais vraiment regarder. Et donc, je propose des développements numériques. Évidemment, c'est un peu naïf, hein, mais l'idée, c'est de voir à terme comment on peut réussir à implémenter ce genre de problème. Donc, j'ai fini pour ma présentation. Je montre juste à ceux qui ne connaissent pas, j'imagine, le solver multilayer qui ne parle pas à tout le monde. Donc ici, en fait, ce qu'on fait, c'est que c'est une approximation du problème de l'air, d'accord? Donc du coup, ce qu'on résout finalement, ce sont des hauteurs au cours du temps.
Et donc ça, c'est le solver multilayer qui est implémenté dans Basilisk. Et donc là, je vous donne les sources. Donc vous avez le fond, la surface libre en haut, et on a différents layers qu'on peut modéliser de façon lagrangienne. Et donc voilà les équations que l'on résout. Et donc ce qui est bien, c'est qu'on peut à la fois résoudre donc ces problèmes-là diphasiques, mais également les problèmes granulaires, en rajoutant ici un terme visqueux que j'ai mis ici en bleu. Donc du coup, c'est le même solver que j'utilise, que ce soit pour l'eau ou pour les milieux granulaires. Et donc c'est actuellement le travail qui est en cours. Alors avec Pierre-Yves, Stéphane, Fancho qui travaillent beaucoup dessus. Et donc en fait, pour le moment, si vous voulez, le terme visqueux ici, que vous voyez là, donc on peut le discrétiser assez facilement en utilisant, donc il est discrétisé de façon implicite dans Basilisk, en haut. Et donc ce qui est fait jusque-là, c'est qu'en fait nu, qui est la viscosité cinématique, c'est quelque chose de constant. Et donc pour un milieu granulaire, ça ne marche pas. Donc du coup, il faut être capable d'implémenter une viscosité qui est variable au cours du temps. Et donc c'est ce qui a été fait d'abord par Fancho durant son stage. Moi, j'ai continué après en postdoc. Et donc maintenant, on travaille avec une viscosité équivalente. En fait, ça permet de prendre en compte tout type de milieu granulaire avec sa rhéologie et toujours avec les conditions limites qui sont déjà présentes dans Basilisk. Et donc voilà. Ici, si vous voulez plus d'infos sur tout ce qui est granulaire, Pierre-Yves ou Lydie sont les interlocuteurs privilégiés. Mais donc voilà, donc on a implémenté donc le mu2i dans le solver layer, multilayer de Basilisk. Et je vous montre quelques courbes de convergence parce que sinon c'est pas une belle présentation numérique. Donc voilà. Donc ici en fait on a implémenté en fait une surface inclinée. Donc on regarde un milieu granulaire qui va s'écouler avec une rhéologie de type Bingham. Donc ça c'est des rhéologies qui sont bien connues et on a toutes les vitesses analytiques. Du coup j'ai comparé en fait les vitesses et les cisaillements analytiques et numériques et vous voyez que ça collapse très bien. On est content. On a à peu près un ordre 2. Donc voilà, donc du coup, enfin à peu près, oui. Enfin, et je pense que ce sera à l'ordre 2 avec plus de travail. Donc voilà. Et donc c'est pareil, on a fait le même travail pour Bagnold. Et donc ça collapse bien entre les vitesses analytiques et numériques. Donc c'est des problèmes très simples. L'idée c'est de pouvoir faire une vraie avalanche de front, ce qui est le cas ici. Donc là, vous avez l'expérience qui était, donc c'est l'expérience de Poulican. Et on a également Guillaume Singier qui a travaillé dessus en 2016. Donc ils ont proposé une solution extra longue. Et donc moi, on a comparé numériquement ce qu'on trouve. Donc ça, c'est le front qui avance au cours du temps. Et on voit bien que ça marche plutôt pas mal entre l'analytique et le numérique. Donc voilà ce qu'on est en train de faire actuellement. Et voilà. Donc merci. Merci. Question Andrés. Voilà, Aïe. pour votre fluide. Ouais. Oui, donc une question sur la modélisation du fluide. Tu dis que le milieu granulaire est un fluide visqueux avec une viscosité qui change. Mais elle change ou elle dépend de quoi? Elle change en fonction de quoi? Bah, c'est le mu2i dont je vous ai parlé en fait. Alors, ça a été développé d'abord dans le... Alors j'ai mis GRD, mais en fait c'est GDR du Midi. Et c'est très bien décrit dans l'article de Pierre-Yves, le GFM 2011. C'est Pierre-Yves, je crois, Lydie et Stéphane. Et donc, en fait, on peut écrire taux en fonction d'un mu de I. Donc, I qui est le nombre inertiel. Donc, vous voyez, on a une loi ici de rhéologie pour ces fluides-là. Et donc, une fois qu'on a cette relation, en fait, c'est une relation qui est plutôt phénoménologique, si je comprends bien, mais qui marche vraiment bien dans la plupart des cas. Et donc, une fois qu'on a cette relation-là, on peut implémenter un fluide non newtonien dans ces cas-là. Ok. Une autre question? Merci pour la présentation, c'était très bien. Je me posais la question de qu'est-ce qui fait que la vague elle se génère 1000 km après la source du coup. 1000 km? Enfin, t'as mis, Ah oui. Bah, en fait, ça, c'est les... Plus tard, il y a une vague qui se génère, mais du coup, Alors, qu'est-ce qui se passe physiquement pour que la vague se génère 1000 km plus tard Ouais. et pas avant?
En fait, ici, ce que j'ai donné, ce sont des ordres de grandeur. Attention, c'est pas valable. Ça dépend effectivement de la hauteur de l'impact. Ça dépend de plein de choses. Si je donne un exemple plus visuel, j'en ai pas du tout parlé. Donc, en gros, justement, c'est ce qu'on cherche à comprendre, en fait, comment la vague va être formée. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle va dépendre de plusieurs paramètres. Elle va dépendre de la hauteur d'eau, en fait, qu'on va avoir, mais elle va également dépendre de l'impact et de la vitesse de cet impact. Donc ici, en fait, si vous voulez, ce qu'ils ont compris au FAST, c'est qu'en fait, on pouvait modéliser l'effondrement granulaire et la génération de la vague, finalement, par un effet piston qui va venir générer la vague. Et donc, du coup, les paramètres, en fait, finalement, les paramètres qui caractérisent ça, ce sont la hauteur de l'eau initiale qu'on a et la vitesse du piston, ou en fait, la vitesse à laquelle le problème s'effondre. Et la quantité, évidemment. Mais tout ça, c'est modélisé à travers V. Donc là, en fait, ça, ce sont les expériences qu'ils ont menées au FAST. Et on voit, en fait, que, évidemment, la hauteur et la vitesse vont générer plus ou moins des vagues d'une certaine forme. Et donc, on essaie également de le quantifier. On travaille encore dessus. De rien. Ok, ben, mais encore merci.